En Normandie, le pays d'Auge regarde vers la Manche et l'Angleterre par une large fenêtre ouverte entre l'embouchure de la Dive et de la Rille. Pays secret au relief torturé de profondes vallées que parcourent des chemins encaissés, il abrite dans les replis de ses herbages de magnifiques fermes anciennes, où torchis et colombages s'enchevêtrent et se soutiennent en une harmonieuse entente. La terre du lieu où elles ont été construites a servi à en fabriquer le torchis. L'argile, mélangée à du poil de bétail et à de la paille, donne à chacune sa teinte propre, dans un dégradé d'ocre plus ou moins soutenu, selon la nature du sol. La ferme de la Chienneterie, qui doit son nom à l'élevage de chiens qu'on y faisait autrefois, dresse son élégante silhouette depuis le XVe siècle. Tout naturellement, l'élevage trouve en pays d'Auge un lieu de prédilection où s'épanouir. L'herbage permanent couvre la plus grande partie des exploitations et permet aujourd'hui à celles-ci de tirer du lait et de la viande, l'essentiel de leurs ressources. La ferme des Ambres, à Saint-Père, se consacre à l'élevage. Les vaches normandes y sont saillies soit par des taureaux normands pour continuer l'élevage de la race pure, soit par des taureaux charolais qui donneront des veaux croisés de couleur jaune destinés à la boucherie. Les vaches normandes deviennent allaitantes et leurs veaux têteux grandissent sous la mer. Les vaches allaitantes ont tendance à avoir des jumeaux, au contraire des vaches laitières. Les veaux seront sevrés à 6 mois et les mâles castrés. Les femelles normandes seront destinées à l'élevage. Quant aux femelles jaunes, elles auront un veau avant d'être vendues pour leur viande. À Saint-Pierre-sur-Dive, le lundi est jour de marché. La petite bourgade s'affaire au marché aux veaux, au marché au cadran pour les bœufs et au marché de la volaille dans la vieille halle. Les veaux de 2 jours à 1 mois sont vendus à des marchands pour graisser et deviennent ensuite soit des taurillons, soit des veaux de boucherie. Un prix global est fixé par le marchand à la bête, mais la discussion est souvent longue avant que l'éleveur reçoive du marchand un petit carton fixant le prix de la vente. Les bœufs et les vaches croisées sont vendus vers l'âge de 3 ans et demi. Les marchés traditionnels se faisaient à l'amiable. Les bêtes étaient vendues à la traverse, c'est-à-dire à un prix sur pied, au plus offrant. Dès 1983, les éleveurs ont adhéré à une société et le marché au cadran fut instauré. Le prix des bêtes est fixé à la pesée, au kilo vif. Le crieur présente la bête au prix demandé par l'éleveur. Les marchands ne savent pas qui est le vendeur. Ils font leurs offres et l'éleveur indique au crieur s'il accepte le marché ou s'il garde sa bête. À la traverse pour 7005, allons-y. Numéro 25. Allons-y messieurs pour 7650. Attention numéro 2. Numéro 2. Je vous le mets.
Le marché aux volailles de Saint-Pierre-sur-Dive s'abrite depuis des siècles à l'ombre de la masse imposante des 3 tours de son abbatiale. Depuis le Moyen-Âge, son emplacement n'a pas varié. Il était dès cette époque suffisamment important pour que les moines de l'abbaye aient jugé nécessaire au XIe siècle d'y faire construire une immense halle. Si la véritable halle a disparu en 1944 sous les obus des Allemands, l'administration des Beaux-Arts n'a pas hésité à reconstituer sa reproduction exacte. Cette halle, longue de 70 mètres sur 20 mètres de large, n'a pas demandé moins de 325 mètres cubes de bois de chêne pour la charpente, assemblée par 290 000 chevilles de châtaignier faites à la main. Perpétuant la tradition, les paysans se pressent chaque lundi sur les pavés de ce marché couvert pour offrir aux acheteurs, appelés aussi chalands, les produits de leur ferme. Il y règne une atmosphère joyeuse où chacun se connaît, se retrouve, s'interpelle, car pour les petits exploitants disséminés dans la campagne, le marché a toujours été le point de rencontre où se renouent les amitiés, où se traitent les affaires, où se commentent les événements et le temps. L'automne augeron, souvent ensoleillé comme le cidre qu'il va produire, résonne depuis toujours du grincement laborieux des meules écrasant les pommes, au rythme lent du cheval qui les entraîne. Et même si la chose s'est quelque peu modernisée au cours des années, il reste encore en Pays d'Auge des hommes patients, témoins de leur histoire. Tout commence au 5e siècle, qui voit se développer en France la culture du pommier à cidre. Au VIe siècle, on sert du cidre à la table de Radegonde, reine de France et femme de Clotaire Ier. Mais c'est sous Charlemagne, vers l'an 800, que sont imposées les premières prescriptions à la plantation, à la taille, au greffage des pommiers et à la fabrication du cidre. Dès lors, sa consommation se répand, et plus particulièrement dans l'ouest de la France. Au XIIe siècle, on buvait du cidre dans les abbayes, mais c'est à partir du XVIe siècle que le cidre devint vraiment la boisson traditionnelle, supplantant ainsi la cervoise, sorte de bière rustique et jusque-là fort répandue. La fabrication du cidre commence par le brassage, qui n'est autre que le mélange de plusieurs variétés de pommes. Les douces amères qui donnent le sucre et l'alcool, les amères qui donnent du corps au cidre,
Enfin, les pommes aigres, qui apportent l'acidité nécessaire contre les maladies. Autrefois, l'estrégnant, constitué par un énorme sommier en bois, descendait grâce à une vis engagée dans un écrou sur les lits de pulpe et les écrasait sous un puissant effet de levier, jusqu'à ce que le jus de pomme cesse de couler. Le cidre provoque aussi le sommeil et rend le dormir doux par la bénignité de sa vapeur, disait Julien le Paumier au XVIe siècle. À la fin de l'été, les vergers colorés agrémentent la campagne du pays d'Auge. L'herbe tapissant collines et vallées et les clos de pommiers harmonisent leur teinte à celle des fermes à colombages. Alors commence la cueillette des pommes, qui se poursuivra jusqu'au début de l'hiver, obéissant en cela au ciel changeant de Normandie, au vent et au soleil. Celle-ci s'effectue généralement en 3 fois, selon le degré de maturité des fruits. Toutefois, la dernière récolte, réputée la meilleure, servira ultérieurement à la fabrication du cidre destiné au Calvados. On achève de faire tomber les pommes encore accrochées à l'arbre en utilisant l'agilité et la fougue d'un des récoltants. Celui-ci se déchaîne alors au cœur du pommier, une tempête que le vent d'ouest lui-même ne renierait pas. Enfin, à l'aide de longues perches flexibles, on attaque les fruits les plus récalcitrants qui tombent vaincus dans l'herbe épaisse du verger. Les pommes sont ramassées à plein panier, puis ceux-ci sont versés dans des pouches, grands sacs en toile de jute. On dit que 2 paniers forment une rasière. 2 rasières deviennent une pouche. Ces sacs pèsent quelques 52 kilos. Ils sont ensuite transportés au grenier où les pommes achèveront leur lent mûrissement. Et 10 blindes en panier. Enfin, pour un coup, on est tous les 3 bon, pareil. Oui. Bien.
La ferme Augeronne possède toujours un pressoir, souvent fort beau. À la ferme des Ambres, ce bâtiment épouse le relief du sol, permettant d'accéder de plein pied d'un côté au pressoir et à la cave enfouie dans la terre pour la fraîcheur, de l'autre au grenier qui les surplombe et où vont être amassées les pommes avant que ne commence la fabrication du cidre. De gigantesques tas de fruits d'où se dégage un parfum inimitable, à la fois doux et suret, envahissent les cours et greniers, montant vers les charpentes, merveilles de l'architecture paysanne, créant une animation joyeuse et perpétuant la tradition. Une onde de bonheur et de prospérité plane sur le pays d'Auge, avec les couleurs vives de ses pommes amoncelées. Par un trou pratiqué dans le plancher du grenier, les pommes sont jetées directement vers le pressoir. Elles sont alors broyées, mais ici, plus de cheval, rentabilité et progrès obligent. Les pommes sont réduites à l'état de pulpe par une râpe électrique plus rapide et qui donne une mouture beaucoup plus fine. La pulpe est prête à donner son jus. On l'enferme dans une toile en couches successives appelées tuiles, en intercalant entre les tuiles des clayettes de bois. Lorsque l'on a préparé suffisamment de ces tuiles, elles sont alors placées sous une presse qui en extrait le jus jusqu'à la dernière goutte, ne laissant dans la toile que le résidu solide appelé marc. Le pressurage terminé, le marc est récupéré afin d'être distribué au bétail, qui prouve par son soudain empressement combien il en est friand. La fabrication du cidre en pays d'Auge est vraiment l'affaire de tous. C'est alors que la cave, presque toujours souterraine, prend toute son importance. Le jus de pomme ou mou est transvasé dans des tonnes. Ces tonnes sont d'énormes fûts de chêne, souvent plusieurs fois centenaires. Il n'était pas rare qu'elles appartiennent au fond et figurent dans l'énoncé des baux. Certaines de ces tonnes sont si vastes qu'un homme peut aisément y tenir debout lorsqu'il la nettoie. Jour après jour, la fermentation va s'opérer par le simple jeu des transformations naturelles. Le producteur suit constamment la fermentation de son cidre et doit le peser, c'est-à-dire en prendre la densité afin de déterminer la richesse en sucre. 4 à 5 semaines vont ainsi s'écouler, pendant lesquelles le jus de pomme gagnera son nom de cidre. Il aura pu également être bouché, soit mis en bouteilles solidement fermées, dans lesquelles il acquérera un pétillant délicieux. Voilà. Allez à vous. Bonjour.
Mais si le cidre reste avant tout la boisson traditionnelle, celui-ci, par le miracle de l'alambic et le savoir-faire des hommes, va prendre ses quartiers de noblesse en devenant un produit renommé, le Calvados. Lorsqu'un cidre est paré, c'est-à-dire lorsqu'il possède toutes les qualités requises pour donner une bonne eau-de-vie, après 1 ou 2 ans d'attente dans les tonnes, on le fait goûter. Si la dégustation satisfait, alors la distillation peut commencer. Les Calvados du pays d'Auge, les meilleurs et les seuls à posséder l'appellation d'origine contrôlée, sont distillés dans un alambic à repasse, dit charentais. Celui-ci se compose de 3 éléments en cuivre rouge, martelés à la main. Tout d'abord la chaudière, placée sur un fourneau à bois. Puis le chapiteau. Enfin, le réfrigérant. Dans cet alambic, la distillation se fait en 2 chauffes successives. La première permet de recueillir le brouillis ou petite eau qui ne titre alors que 25 degrés environ. Mais dès à présent, tous les éléments qui feront la qualité du Calvados y sont réunis. Puis on distille à nouveau la petite eau pour obtenir la bonne chauffe ou la repasse. Ce travail demande beaucoup d'expérience et un art consommé, car il faut avoir soin d'écarter le premier alcool obtenu, nommé tête, dont le goût serait trop accentué. Enfin, il faut interrompre la distillation avant la fin pour enlever la queue et ne garder ainsi que le cœur de la repasse, qui a désormais droit au nom de Calvados. Le résidu du cidre distillé est jeté. Le Calvados, appelé familièrement Calva, vieillit en cave, lui aussi dans des fûts de chêne. Le tanin le colorera jour après jour, jusqu'à lui donner cette superbe teinte ambrée, apanage des vieilles eaux-de-vie. Ce ne fut qu'au XIXe siècle que cette spécialité de la région prit ce nom. Auparavant, on la nommait eau-de-vie de cidre, et cette appellation figure pour la première fois dans l'histoire normande en 1553, lorsque Gilles de Gouberville, gentilhomme agronome du Cotentin, entreprit de distiller du cidre pour en obtenir de l'eau-de-vie. Il devint ainsi le premier bouilleur de cru normand. Au XVe siècle, Olivier Basselin, poète normand né à Vire, chantait déjà « Ne laissons point sécher le passage des vivres, mais que nous soyons ivres, nous nous irons coucher. Ô Soula du gosier, ô très bon jus de pomme, prions pour le bonhomme qui planta les pommiers. » Le grand plaisir des éleveurs et petits exploitants du pays d'Auge est de se retrouver pour une partie de chasse. Ici, une battue au sanglier dans la forêt de Grandchamp.